Bienvenue à tous. Quand on parle de réalité virtuelle, on pense le plus souvent aux jeux vidéo. Mais cette technologie est de plus en plus utilisée en médecine. Par exemple, des chirurgiens s'en servent pour réaliser des opérations du cerveau. Dans certains hôpitaux, la réalité virtuelle peut aussi remplacer l'anesthésie générale. Dans certains cas, elle permet même à des personnes paraplégiques d'amorcer des gestes qu'elles pensaient impossibles. Enfilons des lunettes magiques et plongeons plus profondément dans le monde de la médecine augmentée. Un monde dans lequel des chirurgiens peuvent voir notre corps en transparence pendant l'intervention. Où des médecins situés aux quatre coins de la planète peuvent se retrouver sous forme d'hologrammes dans la même salle d'opération. Un monde où des patients nagent avec des baleines pendant qu'on les opère. Bonjour, Monsieur Koning. Bonjour, comment ça va? docteur. Bof. On verra demain. Ah, voilà, ça va. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va montrer aux chirurgiens pendant l'opération. Jean-Marie souffre d'une tumeur au cerveau. Une tumeur qui revient malgré déjà 3 opérations et qui peut endommager certaines fonctions cérébrales. Il va subir une nouvelle intervention, mais cette fois-ci, les chirurgiens vont utiliser la réalité virtuelle. Ça, c'est l'hologramme qu'on a fait à base de l'IRM. Et comme ça, on peut voir toutes les couches, voir le crâne avec le trou qu'on a fait les opérations avant. Bravo. Donc voilà, c'est votre cerveau avec les veines. Ici, en vert, c'est le tumeur. C'est quand même le même cerveau. Voilà. Et comme ça, on peut voir la connexion avec les vaisseaux et le tumeur. Et on peut éviter qu'il y ait une hémorragie pendant l'opération. Oui, d'accord. Ça sera plus facile pour nous et moins dangereux pour vous. Ça a la taille de quoi, cette tumeur? Ça a la taille d'une olive. Une olive? Ouais. Après cette 3e fois, je croyais en être débarrassé. Mais j'ai quand même été voir sur Internet méningiome atypique. Et il paraît que c'est très difficile à s'en faire quitte. Atypique, ça me va bien par moment. Mais j'en ai marre de me faire casser le crâne, hein? En salle d'opération, une fois Jean-Marie endormi, le chirurgien utilise les images 3D pour préparer avec le plus de précision possible l'intervention. Maintenant, je dessine le contour du visage du patient et le système va essayer de corréler ce contour et tous ces points que je suis en train de faire. Et comme ça, je montre au système en espace 3D où se trouve le patient. Une fois que les images en 3D sont associées à la position réelle du patient, voici ce que le chirurgien peut voir dans ses lunettes. Et maintenant, j'ai toutes les structures ici devant moi. Et donc, je vois le crâne. Donc, je vois très bien les contours du volet du patient. Et donc, je sais que si je veux arriver à voir la tumeur, je dois savoir si le volet qui était déjà fait est suffisant. Et donc, si je fais Fade Skull, voilà. Maintenant, je vois que la tumeur se trouve ici devant. Fade Brain. Voilà. Et maintenant, en regardant la tumeur, je vois aussi très bien la relation avec les vaisseaux. Maintenant que je vois bien alors où se trouve la tumeur, voilà, là sont les bords de la tumeur. Là, c'est la grosse veine qui se trouve au milieu. Fade Skull. Et là, c'est les bords du volet. Voilà. Donc maintenant, je vois en direct que si je prends un chemin par devant, qu'il y a très peu de distance avant que j'arrive à la tumeur. La position de la tumeur est confirmée.
on peut procéder à l'ouverture du crâne. Le chirurgien effectue une dernière vérification avec les lunettes. Fade skull. Mauve. Donc maintenant, je peux bien voir la localisation de la tumeur qui se trouve ici. Et donc, je peux voir que le volet qu'on avait déjà fait est effectivement au bon endroit et que la grosse veine dans les méninges se trouve juste à côté, donc on doit faire attention à ça. Le chirurgien peut maintenant progresser de manière plus sûre dans le cerveau, jusqu'à la tumeur. Voilà. Donc cette petite boule ici qui est attachée à la dure mère, ça c'est la tumeur. On avait bien vu que comparé avec le volet qui était déjà fait, que la tumeur se trouvait devant, donc dans la partie antérieure du volet. Maintenant, on doit libérer cette tumeur des environnements en se basant sur la navigation d'enlever tout qui n'était pas normal sur le scanner. Finalement, le chirurgien a pu retirer toute la tumeur. L'opération est une réussite. Bienvenue dans cet espace virtuel à mes collègues aux quatre coins du monde. Nous allons discuter d'un patient qui est traité ici dans mon hôpital. J'ai besoin de vos conseils en direct sur ce cas. Nous voici maintenant dans une salle d'opération à Londres. Ces silhouettes bleues fantomatiques, ce sont des médecins, ou plutôt leur hologramme, c'est-à-dire leur double virtuel vu à travers des lunettes portées par un chirurgien anglais. Ses confrères se trouvent dans un autre hôpital anglais, mais aussi aux États-Unis et en Inde. Bonjour, ici c'est le professeur Shailesh Rikande. Je dirige le service de chirurgie du cancer au Tata Memorial Center à Mumbai. Donc nous sommes 4 personnes dans 4 endroits différents sur 3 continents. Merci d'être connectés en réalité virtuelle pour nous occuper ensemble d'un patient en temps réel. Le chirurgien anglais peut afficher les radios et scanners du patient qu'ils peuvent tous consulter dans un espace virtuel commun. Tout d'abord, Shailesh, peux-tu me parler de ce que tu penses des résultats d'examen de ce patient? Oui, pour moi, ça semble être une lésion dans le côlon droit. Si je me fie aux images du scanner et également de la coloscopie, nous avons affaire à un adénocarcinome. Donc, en d'autres termes, une tumeur cancéreuse du côlon. Ok. Qu'en penses-tu, Dr Patel? Je suis d'accord avec Shailesh. Selon moi, cette femme peut être traitée avec une chirurgie par célioscopie. Merci à tous d'avoir pris ce temps pour m'offrir votre éclairage. Au revoir. Merci les amis. La technologie permet de faciliter la collaboration entre médecins et d'améliorer la prise en charge des patients. Autre application à l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles. Ici, on utilise la réalité virtuelle pour remplacer l'anesthésie générale. C'est le cas pour cet homme qui va être opéré pour un problème au cœur. Vous pouvez lever la tête, s'il vous plaît? Voilà, parfait, merci. Tout à l'heure, je vais brancher le téléphone sur le casque, puis je vais mettre le casque sur votre visage. Il y a une voix qui va vous expliquer comment respirer calmement, qui va vous demander d'être bien conscient de votre corps, seulement ça. Si vous vous endormez, pas de problème. Hein? Il y a des gens qui disent parfois... C'était une question, oui, parce que c'est le risque oui, que ça m'arrive. Il y a des gens qui parfois se disent « J'ai pas envie de m'endormir ». Si, n'hésitez pas, endormez-vous, c'est très bien. Hein? Le but, c'est que vous soyez bien détendu et qu'après ça, vous vous réveillez en disant « Ah bah, c'était vraiment super ». C'est ça, d'accord? Voilà. Est-ce que vous trouvez que le masque est bien mis? Est-ce que ça sert quelque part? Est-ce que... Non, ça ne sert pas. Ça ne sert pas, c'est bien? Ça va, ça a l'air d'aller, oui. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça va comme ça pour vous? Ça va? Oui. Alors, je mets le volume un peu plus fort. C'est bon comme ça? Maintenant, Oui, j'entends. tournez votre attention vers votre respiration. Sans rien changer, notez l'air qui entre et l'air qui sort. Pendant cette phase, on demande aux patients d'être très conscients du corps, de bien ressentir toutes les sensations. Et si à ce moment-là, on va commencer à coller et désinfecter et faire des injections, les gens vont le sentir beaucoup plus fort, évidemment.
Donc on leur demande d'être comme ça, et après ça, alors, ils commencent leur voyage. Ça, c'est vraiment une technique d'hypnose qui est implémentée dans la réalité virtuelle. Laissez votre souffle se balancer comme la nageoire de la baleine. L'inspiration et l'expiration. L'hypnose permet une déconnexion et elle modifie les perceptions de la douleur. On a fait l'anesthésie locale, et bien il n'a pas bougé du tout. Donc ça veut dire, à mon avis, il est vraiment bien. Parfois les gens bougent un petit peu comme ça, ou quand ils sont réveillés sans hypnose, sans réalité virtuelle, ils vont d'office crier, dire que ça fait mal. Ici, lui, il est resté bien calme. Donc là, j'essaie que ça va bien. Le chirurgien peut commencer à opérer. Le patient a un problème de rythme cardiaque. Il ne peut pas être traité par des médicaments. L'opération va consister à implanter un pacemaker. Le petit boîtier sera placé sous la peau de la poitrine. Relié au cœur, il enverra des impulsions électriques qui permettront de réguler les battements et de retrouver un rythme normal. L'avantage de la technique, c'est que le patient est tout à fait calme, détendu, et donc il ne bouge absolument pas. Et puis après, souvent, le patient ne parle même pas de son intervention, il parle de son expérience. Donc, que du positif. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Bien? Oui. Oui? Oui, non, Oui. ça va. Vous avez senti tout ce qui s'est passé ou... Oui, quand même. Oui, oui. Disons que on est ailleurs à 80%. Ouais, quoi. Oui, on tout à, peut quand même, ouais, tout à fait. on Ouais. entend aussi. Ouais. Ça va, vous avez bien vous avez suivi la baleine et tout pour nager? Oui, Oui. ça marche très bien. Ça marche bien, hein? Avec la réalité virtuelle, pas besoin d'une phase de réveil. Le patient est parfaitement conscient et tout de suite prêt à regagner sa chambre. Vous le voyez vous-même, je viens d'être opéré, je vais très bien. C'est un genre de yoga virtuel, je sais pas, mais on plonge sous la mer. On sent qu'on pique pour l'anesthésie et on sent quand même un petit peu qu'on vous tripote, quoi, pour le dire comme ça. C'est vrai qu'ici, pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que je ne dois pas donner d'oxygène, je ne dois rien donner en plus pour que le patient garde une tension ou une oxygénation normale. Donc pour moi, c'est une technique qui est beaucoup plus sécurisante. Alors, les médicaments qu'on donne essentiellement pour les sédations, c'est des médicaments, c'est des doses assez faibles, mais chez des personnes âgées, on sait que même ces doses faibles peuvent causer des troubles de mémoire, etc. Ben, tout ça, ce sont des effets secondaires qu'on va évidemment éviter ici en utilisant la réalité virtuelle. Et si vous aviez reçu des médicaments, vous ne seriez pas comme ça. Voilà. Vous seriez probablement encore endormi, ça aurait été difficile de vous poser des questions, etc. Maintenant, vous pouvez monter directement, vous pouvez commencer à marcher, boire, manger, etc. Donc ça, c'est quand même un avantage, évidemment, dont vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous n'avez pas eu les médicaments. Voilà, je crois qu'on peut dire que c'était une bonne expérience, quoi. Et si la réalité virtuelle pouvait permettre à des personnes paralysées de se remettre en mouvement? Des chercheurs brésiliens ont mis au point une rééducation pour des patients paraplégiques. Ça a été une grande surprise pour nous. Nous avons découvert qu'un entraînement de longue durée avec des interfaces cerveau-machine pouvait provoquer un rétablissement partiel des fonctions neurologiques chez des patients souffrant d'une blessure à la moelle épinière. Nous avons obtenu ces résultats grâce à différentes technologies, et notamment la réalité virtuelle associée à différents robots, comme celui que vous voyez là. Les patients ont pour instruction d'imaginer bouger alternativement leur jambe gauche ou droite. Le cerveau envoie alors un signal qui va stimuler le membre correspondant dans le casque de réalité virtuelle. À force d'entraînement, le fait de simuler virtuellement la marche amène le cerveau à rétablir des connexions aussi avec les membres réels. Des mouvements peuvent alors être amorcés par les patients, même sans le masque de réalité virtuelle. Ces résultats suggèrent que des technologies comme la réalité virtuelle ne serviront pas uniquement pour assister la marche, mais seront en soi des thérapies. La réalité virtuelle pour retrouver un début d'usage de ses membres, mais aussi pour soigner sa voix.
dans votre vie de tous les jours. Angélique Remacle, logopède, reçoit Laura, enseignante, qui a un problème aux cordes vocales. Chaque année, au mois de septembre, les 5-6 premiers jours, je perdais vraiment ma voix. Et j'ai remis ça sur le compte d'une fatigabilité vocale, le fait de trop parler. Mais ici, voilà 2 ans qu'en fait, je ne récupère plus ma voix correctement. Et certains matins, je me réveille même aphone, pas capable de parler, en étant suivie par un ORL. On s'est rendu compte qu'il y avait des nodules et une ébauche d'un second nodule sur les cordes vocales. Pour aider Laura, Angélique lui propose de parler à des élèves dans une classe virtuelle. Moi, je vais m'intéresser à comment vous utilisez votre voix dans votre classe, mais vous faites vraiment les choses très spontanément, comme bon vous semble. D'accord. Voilà. Comment ça se passe? Donc là, je suis face à une classe d'élèves. Comment est-ce qu'ils sont? Alors, il y en a une qui dort. Les autres ont l'air relativement attentifs. Et ils sont encore très calmes pour le moment. Hop, elle se réveille. Ok. Eh bien, je vous propose, si vous êtes à l'aise, de rentrer en contact avec ces élèves. Présentez-vous. Alors, les amis, moi, je m'appelle Madame Laura. Je suis la remplaçante d'Angélique. Je vais prendre l'intérim pendant 3 mois, d'accord? Donc, pendant 3 mois, vous allez voir ma tête tous les jours. On commence en force parce que demain, on part en excursion. L'excursion que vous avez bien préparée avec Madame. Rendez-vous à 8h30 à la gare. Pas 8h35, pas 8h40, 8h30. Donc vous pouvez ici régler le volume, d'une part, du bruit qui vient de la cour de récréation. Vous pouvez également faire la même chose avec les bruits qui viennent du corridor. Et enfin, les bruits qui sont internes à la classe. Donc plus le bruit ambiant est élevé, plus nous mettons en difficulté vocale l'enseignante. Je ne sais pas si ça t'intéresse pas ce que je raconte, mais je vois que tu t'endors un petit peu. Bon, il est souvent comme ça. Je vais laisser dormir alors. Donc 1h30 de trajet. Bon, là aussi on dort. Bon, mais c'est pas grave, tant pis. 1h30 de trajet. Au niveau de ma voix, j'ai vraiment juste senti que je parlais un peu plus fort, comme quand on est face à un auditoire. Mais voilà, une très bonne expérience. Alors, avec votre intensité, qu'est-ce que vous pourriez faire comme autre variation qui aurait un effet de surprise et qui va potentiellement calmer l'agitation des élèves? L'inverse, alors, justement, carrément la baisser. Excellent. Donc, c'est une stratégie qu'on va pouvoir tester dans la classe de réalité virtuelle et que vous allez pouvoir également tester prochainement avec vos propres élèves. Essayez d'expérimenter ce que donne la diminution d'intensité vocale. Laura va pouvoir s'exercer et appliquer les conseils de la logopède dans un environnement qui ressemble à sa classe réelle. Et apprendre à mieux utiliser sa voix pour ne plus se blesser. Autrement, la Grand Place et ses environs. Et puis, on reprend le train à 17h. À l'école d'aide médicale urgente de Liège, on forme des équipes de secours à intervenir dans des situations de crise. Lors de reconstitutions très réalistes, policiers, secouristes ou ambulanciers sont confrontés à de nombreuses victimes, incarnées ici par des comédiens. Durant ces entraînements, comme dans le réel, il faut être efficace pour permettre de sauver le plus de personnes possible. Très utile, ces reconstitutions mobilisent beaucoup de moyens financiers et humains. Un autre type d'entraînement est mis au point par le chercheur Stéphane Grade. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Ok, bah c'est parti. Dominique, champion, le mieux c'est que ce soit toi qui l'ajuste. Dominique est pompier ambulancier. Il va être plongé dans une situation de crise virtuelle. Voilà, ici, donc l'index bien au-dessus, super. Et l'autre main, voilà, magnifique. Okay, parfait, on va pouvoir lancer l'application. Voilà, c'est fluide. Alors, j'ai de la D3 derrière moi. J'ai le binôme ambulancier, j'ai mon ambulance. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'aller voir toutes les victimes et de leur faire un triage le plus rapidement possible. Avec votre index, vous pouvez viser le sol. Voilà, et ça, c'est votre destination qu'on voit apparaître. Allez, par ici. Central 112, ici 101. Over. Ambuant, ici central. Ici 101, donc je suis devant un hangar, une zone industrielle, une explosion. J'ai des pompiers, la T1 qui est en train de traiter l'explosion. Je vais au contact des victimes. Over. Oui. Ok, donc on va prendre ces paramètres. Donc les paramètres ici sur la gauche permettent d'évaluer
les paramètres vitaux de la victime. Est-ce qu'il respire? Qui respire à 8 par minute, qui est fait... Donc là, on voit qu'il n'a pas de pouls radial, c'est déjà mauvais signe. Il a une grosse plaie, là, il a genre le pneumothorax à gauche. Et donc, qu'est-ce qui te permet de déterminer le triage, là, Dominique? Là, d'office, avec une respiration à 8, il est en rouge. C'est ça. Le tri médical, c'est vraiment une procédure qui permet de vraiment maximiser le nombre de personnes que l'on peut sauver. Parce qu'imaginez, vous avez 5 personnes et vous concentrez tous vos efforts sur la première personne qui, en fait, ne peut pas être sauvée, vous perdez 4 personnes en plus. Alors que si vous triez, vous faites une gestion des priorités, vous pouvez sauver 4 personnes sur les 5. On doit switcher d'un système d'urgence individuelle, on donne le maximum sur 7 personnes, à une urgence collective, on donne le maximum pour sauver un maximum de personnes. 4 victimes, dont une consciente mobile. Je traite les victimes et je reviens vers vous. Bien, parfait, over. Donc simplement, prenez son pouls en appuyant sur pouls avec votre main droite. Le pouls, j'ai un pouls. Est-ce que vous m'entendez? J'ai une respiration à 33, donc d'office il est rouge. Saignement léger, contrôle du saignement, pansement occlusif. C'est exactement ça, bien vu. Ok, le suivant. Centrale 112, ici c'est ambulant. Oui, ambulant, ici centrale. 3 victimes qui demandent des soins de l'autre côté du hangar. Maintenant je me suis posté à l'arrière du hangar. J'ai 3 victimes. Donc ici j'ai besoin d'un renfort médicalisé derrière le hangar. J'ai une personne inconsciente et j'ai une personne consciente à transférer vers le PMA. C'est assez saisissant, même si je ne suis plus tout jeune. C'est marquant d'une certaine réalité dans l'entraînement. Parce que sans me déplacer, sans rien, j'arrive à vivre une situation. D'ailleurs, je transpire. C'est vrai qu'il fait chaud, mais si j'étais dans une classe sur une feuille de papier, je suis pas sûr que je transpirerais comme ça. Est-ce que vous pouvez marcher? Non, impossible! Vous avez mal quelque part? Ben oui, à la jambe! Mais on voit quand même, si par exemple, il utilise un pansement comme un pansement compressif, ça s'affiche ici dans la console, et on voit qu'il n'a déjà plus de pansement compressif. Et donc ce qui est important, évidemment, c'est de bien utiliser son matériel. Là, en fait, ici, on n'a pas le choix. Il faut aller au plus vite, il faut essayer de donner son énergie vers les personnes qui sont encore, quelque part, entre guillemets, c'est un peu moche de le dire, mais sauvables. Et de pouvoir donner à chacun une chance maximum de survie. On peut filmer tout ce que fait la personne, ou revoir son parcours. C'est une manière de pouvoir prendre du recul sur comment on était pendant la simulation et vraiment réfléchir à l'apprentissage. Parce que souvent, aux exercices réels, le premier exercice, on ne sait pas encore trop, on n'est pas sûr. Alors que si, justement, les algorithmes de décision sont parfaitement maîtrisés grâce à la réalité virtuelle, on arrive hyper préparé à un exercice réel. Et ça permet de valoriser davantage ces exercices réels qui coûtent très cher, qui mobilisent beaucoup de personnes. Ambulant, ici central, toutes les victimes ont été triées. Vous pouvez vous rendre à l'ambulance pour procéder à l'évacuation des victimes vers les hôpitaux. Fin de la simulation. Mission accomplie pour Dominique. Avec ce type d'entraînement, l'ambulancier se donne encore plus de chances d'être efficace sur le terrain et donc de sauver des vies. Super, merci beaucoup. En retirant nos lunettes magiques, on se dit que pour les médecins comme pour les patients, la réalité virtuelle apporte des bénéfices qui sont, eux, bien réels. C'est fascinant. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, suivez-nous sur nos plateformes et quoi que vous fassiez, soyez heureux. Au revoir. Eh bien, Michel, c'est à toi. Bonjour tout le monde, Michel Auré, je suis chez Simplon aujourd'hui, un organisme de formation, et je baigne dans le digital depuis mon plus jeune âge. Et ce film ce soir qui vous a été présenté là pour parler de l'IA, vous êtes peut-être en train de vous dire pourquoi ça alors qu'on parle d'IA et là on n'est que dans de la réalité augmentée.
alors qu'en fait, il y a de l'IA partout dans ce que vous avez vu, et que j'aimerais faire un petit sondage là pour commencer. Qui c'est qui a utilisé une IA aujourd'hui? Qui c'est qui a utilisé Waze ou quelque chose comme ça pour venir ici? Bon, alors déjà, il y a déjà un peu plus de monde. Est-ce que quelqu'un a utilisé la correction automatique sur son téléphone? Sur un mot qui a été suggéré? Bon, ben voilà, déjà, tout le monde a fait de l'IA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a utilisé de l'IA, sans forcément le savoir. Et dans ce film, il y a de l'IA partout, et on ne le voit pas forcément. Et je pense que c'est ça le gros enjeu de l'IA aujourd'hui. C'est gérer de la data, de faciliter, donc là, d'arriver à... On ne va pas parler de transhumanisme, j'ai vu que c'était peut-être le sujet de demain, donc on ne va pas spoiler. Mais en tout cas, c'est cette possibilité d'avoir un médecin qui peut avoir une vue sur un cerveau en temps réel grâce à juste une commande vocale qui a été traitée par une IA parce qu'il a reconnu sa voix, transcrit en texte, transformé en commande, etc., etc. Donc moi, j'aimerais voir dans le public là qui utilise du coup de l'IA de façon plutôt proactive que juste l'utiliser parce que... Recording in progress. Bon. Si jamais il y a une transcription temps réel de cet enregistrement, il y a encore de l'IA qui est utilisée. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro pour le public? Ouais, super, merci. Pardon. La question, c'est qui utilise de manière proactive de l'IA au quotidien? En tout cas, de façon assez régulière. Je vous passe la parole juste après. Monsieur avait commencé. Alors oui, effectivement, ça nous est arrivé dans notre structure, dans le cadre de l'accompagnement des usagers qui n'arrivaient pas à rédiger le texte attendu, donc demander une assistance. Et on les a un peu mis au courant de ce que pouvait produire ChatGPT, et on a donné des exemples. Et ça arrivait à quelques reprises, pas encore régulièrement, mais plus ça va et plus on a de demandes. Juste pour contextualiser la structure et les usagers. Cyberbase de Saint-Louis, c'est un établissement public numérique. On reçoit des gens pour faire les démarches administratives, mais pas seulement. C'est tout venant. On fait de l'accompagnement CV, l'aide de motivation, rédaction de texte, et tout ce qui se fait sur Internet. Ok. Et donc aujourd'hui, il y a ChatGPT qui est intégré dans ces parcours d'accompagnement. Pour l'instant, notre directeur n'a pas encore mis ça en place. Mais là, c'est de notre propre initiative. Ok, mais du coup, il y a déjà des expérimentations accompagnées par ChatGPT pour pouvoir aider les usagers à mieux se débrouiller et du coup, des fois, à produire des textes qu'ils n'auraient jamais produits tout seuls. C'est ça. Ok, super, merci pour le partage d'expérience. Pas de quoi. J'avais aussi une expérience devant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean-Claude Jecpé, le directeur du Centre Néo-Formation. En fait, j'utilise quotidiennement ChatGPT pour pouvoir gagner du temps. Lorsque j'ai des questions que je me pose, je les lui pose. Et j'essaie d'accéder à des données beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ce matin, j'étais en train de construire pour les jeunes en formation en distanciel un module, et donc j'ai questionné ChatGPT avant de venir ici. Sans lui, je ne serais pas là actuellement parce que ça me prendrait une demi-journée. Donc je gagne énormément de temps grâce à lui. Voilà. Super. Mais en plus, c'est un sujet vraiment d'actualité. Il y a OpenAI qui a lancé l'IA et l'enseignement. Et du coup, comment aujourd'hui, parce que bon, faut pas se leurrer, nous on s'en sert un peu, mais il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour amener les réponses qu'on essaye de leur amener dans les formations. Et au final, on commence à se poser les questions sur est-ce qu'il l'a appris ou est-ce qu'il a demandé à ChatGPT. Et ça, c'est un vrai enjeu de société, je pense. Je suis papa d'un petit garçon qui a bientôt 14 ans. Et un jour, il m'a dit, il habite en métropole chez sa mère, et il m'appelle et il me dit bon, je crois que je vais générer des images et je vais les vendre en NFT grâce à de l'IA. Je n'ai pas bien compris, on vit dans quel monde là? Donc je pense qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un sujet hyper intéressant et encore un peu flou. Mais là, on voit que ChatGPT, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais l'IA, c'est présent un peu partout. C'est-à-dire que ne serait-ce que sur de la suggestion dans des textes, sur de la suggestion sur des trajets ou des choses comme ça, c'est vraiment présent partout. Et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'intelligence?
Je sais pas. Et j'aimerais bien votre avis aussi là-dessus, parce que l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation à une situation, et donc du coup de la prise de décision. Et je ne sais pas si aujourd'hui, les intelligences artificielles dont on parle sont vraiment capables de prise de décision. Par exemple, ChatGPT, je pense que c'est très intéressant de s'en servir pour pouvoir s'aider et s'accompagner dans des domaines dont on a déjà une expertise. Aujourd'hui, utiliser ChatGPT pour acquérir une expertise dans un domaine, c'est prendre le risque de l'hallucination et du coup de parfois devenir un mauvais expert. Oui, dans l'utilisation de l'IA. Alors, il faut faire attention, dans l'IA, il y a le bon côté, ChatGPT et tout ça. Mais on va dire, nous, on est en temps de guerre. Okay, on crée un logiciel, on fait décoller, on envoie le fusée, que le missile sur... on dit à l'IA, il faut qu'il atteigne sa cible pour être 100%. Donc, il est content. Le fusée part, le missile part, sauf que derrière, il y a le technicien informatique. Le technicien informatique qui dit, non, j'arrête la simulation. L'IA, lui, son but, on lui a donné un but, c'est de finir. Donc, du coup, la fusée peut-être va revenir, il va peut-être tuer le gars qui a donné l'ordre pour qu'il puisse finir là-bas. Donc ça, il faut faire très attention, on parle de l'IA. Ce n'est pas un peut-être, c'est un exercice qui a été réalisé et l'IA a détruit l'opérateur. C'était il y a un mois, je crois, un truc comme ça. J'ai vu... j'ai plus la source, mais vous pouvez le retrouver sur Internet. Il y a une IA qui a détruit son opérateur. C'était de la simulation, donc heureusement, il ne jouait pas avec des vrais missiles. Mais l'IA a détruit l'opérateur parce qu'elle voulait marquer des points. Tout à fait. Très intéressant, ça. Est-ce que vous auriez des cas d'utilisation d'IA un peu plus atypiques et exotiques que du ChatGPT? Ou même des utilisations un peu exotiques de ChatGPT? Deux utilisations. La première, c'est j'entendais la cyberbase qui disait que le directeur n'avait pas encore donné son accord. Il y a des études sur Internet qui montrent qu'aux États-Unis, ChatGPT, dans certaines boîtes, a mis 40% des gens au chômage. Donc c'est bien ChatGPT, mais il faut aussi pas oublier que ça fait ce que vous faites et qu'à un moment, ça peut poser problème. Elon Musk disait, avec l'intelligence artificielle, pour lui, ce qui va arriver, c'est que le travail, ce sera un hobby pour ceux qui auront du temps à consacrer. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Et la deuxième utilisation, c'est qu'aux États-Unis encore, il y a un avocat qui a utilisé ChatGPT pour une plaidoirie, donc s'appuyer sur des cas de jurisprudence, et il s'est avéré que les cas étaient faux. Ils avaient été inventés. Donc c'est aussi une mise en garde sur l'utilisation d'intelligence artificielle. Il faut toujours avoir un recul et pouvoir vérifier ce qui est donné et pas prendre pour argent comptant. Voilà, c'était juste deux petits points. Très intéressant, le temps que le micro arrive. Alors, 2 petites secondes. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, dans les différentes manipulations qu'on a pu avoir avec ChatGPT, en fait, il faut surtout bien relire. Si le prompt est mal fait, donc la commande est mal faite, ou le résultat attendu n'est pas du tout celui qu'on voudrait. Et aussi, parfois, on en a remarqué que des réalisations de ChatGPT avaient l'air tout bien. C'est-à-dire que si on regarde, ah oui, ça c'est une super lettre, le vocabulaire est riche et tout, franchement super. Mais quand on lit vraiment, on comprend que c'est un peu n'importe quoi et que c'est pas du tout adapté à la personne qui l'a fait dans le contexte du travail qu'on lui demande. Donc c'est vrai que ChatGPT pourrait nous remplacer à terme, mais je pense que les concepteurs, ils arrivent jusqu'à maintenant à ajuster pour qu'il y ait toujours cette sécurité, j'ai l'impression. Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce qu'ils vont pouvoir... Enfin, jusqu'à maintenant, ça se tient. On est toujours catastrophique, on attend toujours le pire. Et jusqu'à maintenant, on a pu constater que ça s'est toujours plus ou moins très bien passé. Je suis assez optimiste pour la suite. En tout cas, ouais, je pense que c'est surtout des contraintes techniques qui font qu'on en est encore là. Mais ça rejoint sur ce que je disais. Tant qu'on a un domaine d'expertise et qu'on est capable de valider ou en tout cas de vérifier l'information qui nous est fournie par ChatGPT, qui nous fait gagner un temps fou. J'ai besoin de sortir un programme de formation, je lui demande un plan. Ah ouais, reformule, déjà ça me plaît, sors-moi des trucs, et là j'envoie, alors que rédige-moi tout le programme de formation sur 6 mois, ça marche pas du tout.
Et je partage totalement, en fait. Ce dont je me suis rendu compte, c'est parce que j'ai 25 ans d'expertise. Et quand je lui pose des questions, je peux voir lorsqu'il a été chercher des données qui ne sont pas confirmées. Et je peux tout de suite modifier moi-même et donc énormément gagner du temps. Le gros risque, c'est de lui faire confiance. Les personnes qui n'ont pas l'expertise, malheureusement, vont lui faire confiance par ignorance. Et c'est là où ils vont se planter, mais gravement. Tout à fait d'accord. Et du coup, la fake news aujourd'hui a un potentiel incroyable, parce que là, il y a encore des photos qui sont sorties il n'y a pas longtemps sur Israël et la Palestine, où il se passe des choses. Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Il y a des choses qui sont montrées, qui passent mainstream et qui sont totalement fausses. Images générées par IA, incrustées dans des images générées par IA de manifestations, etc., etc., etc. Et là, aujourd'hui, je pense qu'un des autres axes d'innovation technologique, qui est la blockchain, peut amener des réponses très intéressantes là-dessus, parce qu'on va pouvoir certifier de la donnée avec de la blockchain, qui permettra à peut-être soit avoir des IA qui vont pouvoir travailler uniquement avec des données certifiées, ou alors avoir une source de vérification pour des personnes, afin de vérifier des images qui verraient un peu partout, qui seraient peut-être générées par de l'IA. Oui. Alors, Michel avait quand même posé la question, demandé si quelqu'un avait utilisé de façon un petit peu exotique ces produits. Comme il n'y en a pas eu, je vais faire part de mon expérience. Utiliser Dolly, donc le générateur d'images, et m'a défini mon prompt, quand on dit ça, un prompt. Je dis que je voulais une baleine à bosse, c'était bien évidemment il y a 1 ou 2 mois, je voulais une baleine à bosse qui faisait de la trottinette électrique sur une nouvelle route du littoral. Ça m'a sorti quelque chose, c'est très stylisé et tout. J'ai commencé à la montrer, on a rigolé, pas rigolé, machin. Et j'ai eu des remarques. Tu vois, mais il s'est complètement planté. C'est pas une 2 fois 3 voies. Voilà ce que j'ai eu, alors que j'avais une baleine sur ma trottinette électrique et sur une route qui surplombait de la mer, effectivement. Voilà. Donc, utilisation exotique, ça peut donner des trucs sympas. Moi, j'ai aimé. La génération d'images, c'est ce que j'utilise le plus, parce que, en fait, avant d'être dans de la formation et du digital vraiment plus engagé, j'ai fait de la photo pendant quelques années et ça reste encore une passion. Et générer de l'image, moi, j'achète en tout cas, j'ai des licences chez certains générateurs d'images pour pouvoir avoir des crédits. Et imagine something. Et waouh, ils peuvent vraiment sortir des trucs incroyables. Donc, je pense qu'il y a encore un gros potentiel. Tant qu'on a des personnes qui font des bons prompts, c'est quand même un métier à 300K l'année en ce moment aux États-Unis, donc c'est pas négligeable. Je pense qu'on peut vraiment avoir un gros potentiel dans de l'IA et dans de la créativité amenée au grand public de façon beaucoup plus simple, parce qu'être graphiste et sortir une trottinette, une baleine sur une trottinette électrique sur une route au-dessus de la mer, il y a quand même quelques skills derrière. Et j'aimerais quand même vous sensibiliser sur un point. Est-ce que vous avez entendu parler du prompt injection? Bon, alors arrêtez ChatGPT. Juste pour faire simple. Donc, en fait, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai passé les 40 ans. Ouais. Et du coup, le prompt injection, attention, ne teste pas du prompt injection ou des trucs, parce que je finis juste d'expliquer et après, je te laisse y aller. Donc, en tout cas, justement, je disais que j'ai découvert le numérique il y a très longtemps. Et j'ai vu le web arriver, j'ai vu tout ça arriver. Et à l'époque, on écrivait sexe en blanc sur un fond blanc. Et on était référencé parmi les premières pages. C'est comme ça qu'on faisait du référencement à l'époque. Parce que le mot était dedans. Les lecteurs ne le lisaient pas, mais les moteurs le trouvaient. Donc, on pouvait être référencé assez bien sur des techniques comme ça. Aujourd'hui, ils se sont dit, attendez, en fait, ChatGPT, analyse-moi cet article avec le lien web. Écrit en blanc sur un fond blanc, il y a de l'injection de prompt sur ChatGPT qui récupère vos données des autres chats. Oh, non, mais c'est bon, riez un peu quand même. Juste, je voulais vous sensibiliser, je ne voulais pas vous faire peur. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Et le prompt injection, justement, on ne sait pas trop ce que c'est parce que on n'a pas forcément conscience de tous les enjeux de la technologie de l'IA. Mais on arrive à injecter des commandes de prompt. Il y a des cas qui existent sur Internet, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir, il y a plein de chercheurs et d'influenceurs qui ont fait des tests avec des choses assez drôles. Et
il y a des gens qui peuvent s'en servir pour d'autres choses. Donc en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas sur les gros groupes et aux États-Unis particulièrement, qui commencent à se dire comment est-ce qu'on interdit ChatGPT, parce que la dernière innovation, c'est « je suis génial, maintenant je peux gérer les dossiers ». Imaginez un employé qui dit « voilà le drive de l'entreprise ». Ouais, vas-y. On était resté au SQL Injection il y a quelques décennies. 1 égale 1 dans certaines zones et vous faisiez péter certains serveurs. Donc en tout cas, restez très vigilants sur l'IA. Faites attention à comment vous l'utilisez, informez-vous et jouez dans des bacs à sable, testez et après on voit comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans des solutions peut-être plus commerciales et plus long terme. Par exemple, là, je rêve d'un VPN pour être aux États-Unis et pouvoir faire un accès bêta chez Google. Ils ont sorti un ChatGPT, en tout cas un chatbot, qui est un équivalent de ChatGPT, qui s'appelle Tailwind, mais qui est ouvert que en bêta aux Américains. Et en fait, l'idée, c'est que là, c'est du produit Google, intégré Google. Donc, comme Google a déjà mon drive, je ne vais pas lui cacher des données. Mais par contre, je peux générer une IA en lui disant, voilà un drive, j'aimerais bien qu'on discute du contenu. Et là, il va pouvoir analyser le contenu, discuter avec moi, me faire une synthèse, me citer les sources des documents où il a trouvé l'information, et on va pouvoir avoir une sandbox qui soit intéressante. Mais attention, l'IA c'est génial, et on ouvre à tout va. Je vous laisse la parole si vous voulez rajouter quelque chose. Dans ce que vous dites, c'est qu'il y a des réserves à avoir et qu'il faut habituer notre œil à avoir du discernement sur ce qu'on voit, etc. Parce que c'est pas forcément évident. Tout ce que vous avez dit sur le drive et sur la capacité que l'IA aura de récupérer ces informations-là, parce que ça n'a pas aujourd'hui, donc finalement c'est dans ce qu'on aurait pu rêver, d'avoir un assistant personnel vraiment efficace et pertinent dans notre vie de tous les jours, aussi bien professionnel que privé. On a tous rêvé de ça, sans imaginer que ça puisse devenir possible. Donc maintenant que ça l'est, c'est vrai qu'il y a des dangers, certes, mais voilà, je sais pas, avec du discernement, avec un travail, de la pédagogie, peut-être qu'on va arriver à ce que les gens soient moins effrayés. Alors, la sensibilisation, l'éducation, je pense que c'est la clé pour pouvoir... Moi, je suis un peu partisan de la fracture numérique, on ne la réduira pas, on va construire des ponts pour que les gens traversent. Parce que soit on réduit la fracture, et dans ce cas-là, on arrête l'innovation, et on n'est plus dans cette période pour moi incroyable. J'ai vécu en tout cas, quand j'étais tout petit, l'ordinateur, c'était waouh. Après, j'ai vécu Internet. Là, il y a l'IA. Waouh. Enfin, moi, j'aime bien. En tout cas, ce que j'aime bien me dire, c'est que si on a inventé la roue, c'est pour pouvoir avoir des avions. Parce que sans roue, les avions, ils décolleraient pas. Ils ont essayé depuis la falaise, mais ils se sont rendus compte que non. Sans élan, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce que la roue informatique va nous amener comme avion demain? Là, je peux pas vous dire. Je ne sais pas. Et on a des pronostics aujourd'hui sur 2025, 2028. Ça dépend des estimations. On aura tous un assistant IA dans la poche qui va nous permettre de gérer dans un quotidien tout un tas de choses. Qui, comment, quelle technologie, ça ramène toujours pour moi à l'ICM, qui est la faille informatique principale. L'ICM, c'est l'interface chaise-machine. Et que du coup, c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, qui a déjà lu des politiques de confidentialité de Facebook, de Google ou tout ça, et qui a dit oui? Si demain, Facebook utilise vos données librement, c'est normal. Vous lui avez dit oui. C'est dans les conditions générales d'utilisation. C'est clair, c'est noir sur blanc. Donc pour moi, il y a cette idée d'éducation et il faut continuer à rester sensible à tout ça et à avoir un discernement et se dire que, ok, aujourd'hui, j'utilise quelque chose. J'ai un couteau, je peux cuisiner pour quelqu'un et je peux tuer quelqu'un d'autre. Et du coup, l'IA, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et comment est-ce que je m'en sers? Je vais vous laisser méditer là-dessus. Je pense que j'ai suffisamment monopolisé la parole. Je serais ravi de partager encore avec vous sur d'autres sujets. On te sent passionné, on peut l'applaudir parce que vraiment,
Il est parti de... Effectivement, quand Daniel a regardé avant ce film, on s'est dit, c'est quand même très axé médical, ils vont peut-être être un peu déçus, s'attendaient à avoir peut-être un hologramme dans la salle, ou peu importe. Mais effectivement, à partir de là, on peut décliner plein de choses. Et on n'en est pas dans le scénario, la révolte des machines, ça c'était... Mais quand on voit des films de science-fiction, qu'il y a... bon, moi je suis vieille, hein, mais il y a 20-30 ans, on y est là maintenant, hein, sur les écrans qui... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 20 ans, on se disait, c'est quoi ça? Ben oui, on y est. Et quelle utilisation on va en faire? Effectivement, c'est très, très, très important. Ouais. En tout cas, Michel, on te sent passionné, et c'était à la fois passionnant par quelqu'un de passionné. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, vraiment, je pense qu'on peut le réapplaudir encore, parce que là... Merci infiniment. On va peut-être donner le mot de la fin au président. Alors... Moi, je suis un peu pointilleuse, parce que tout le monde dit Solidarnum, c'est peut-être pour ceux qui ont fait du latin, moi j'en ai fait aussi jusqu'à la terminale, mais c'est bien Solidarnum, comme pour numérique, voilà. Oui, mais on est allé beaucoup plus loin dans les délires quand les fondateurs de Solidarnum se sont réunis. On a trouvé tout un tas de noms, puisqu'on savait de toute façon qu'on était dans l'inclusion numérique, et on a travaillé sur Citinum, puisqu'on voulait accompagner les collectivités, et puis on est arrivé sur Ardunum, les artisans du numérique. Et puis il y en a un qui avait fait du latin en son temps, moi aussi, mais je n'ai pas de grand reste, et qui s'est rappelé, et on s'est demandé même si on n'allait pas retenir juste Ardunum comme nom de guerre. Parce que Ardunum en latin, ça veut dire au pied du mur. Ça aurait été pas mal aussi. Il fallait expliquer à chaque fois pourquoi vous appelez Ardunum. Mais en déclinant, il y avait Citinum, Ardunum, je ne me rappelle plus. Enfin, Solidarnum aurait été une marque ombrelle, comme on dit en marketing. Et puis on voulait décliner tout plein de trucs pour l'accompagnement des collectivités ou autres. Donc on avait déjà, en 2011, inventé Pix Territoire pratiquement, parce qu'on se disait qu'il y avait des choses à faire en direction des collectivités. Après tout ça, lorsque NEC a vu le jour, avant, ça s'appelait les assises de la médiation numérique, ça a explosé. Comme souvent, un changement de gouvernance, mais la nationale. Donc 2017, il n'y a pas eu de grande manifestation nationale. C'était les 4e assises en 2016. Et en 2018, donc mise en place vraiment de nouvelles mandatures et de feuilles de route, et on était parti sur les NEC. Et là, avec, comme je dis dans l'introduction, des gens qui étaient dans la salle, on s'est mis à cogiter. Serge Meurgue, où est-il? Monsieur Vincent Margy, il a disparu. Beaucoup d'autres. On avait travaillé, on avait même parlé, je crois, à l'époque, on parlait encore d'infra, en 2018. Là, Denis nous a arrêté tout de suite, mais c'est fait, j'ai tout réussi. C'est ce qui est vrai. Et les 16 engagements que vous avez vus tout à l'heure, une action nationale, je disais, mais tous les autres, vraiment, on les avait déjà imaginés. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les travaux d'ailleurs, ça sera presque une allocution de clôture. Alors, je prends l'enregistrement, demain, on met l'hologramme, on met le machin, je ne fais plus rien. Et pour dire qu'on avait pensé à tout ça, et que les travaux du NEC, c'est vraiment quelque chose, de NEC 974 même, c'est quelque chose de productif. Il nous a manqué un petit bout à chaque fois pour aller au bout. On a parlé badge, on a parlé labellisation des structures, certification des médiateurs. Là, on nous l'impose. On nous l'impose avec un peu de moyens. Attention, on ne va pas nous donner... lorsqu'on a été lauréat de Hub de Vague 1, ouais, tu as un fonds d'amorçage, c'est bon, les structures venaient me trouver pour que je finance leurs actions. Je n'arrivais pas à financer les miennes parce qu'il fallait des cofinancements, vous avez compris. Donc là, ça va être un peu pareil, mais avec une petite bouffée d'oxygène pour pas vous cacher, parce que c'est aussi dans les règles du jeu, ça se trouve sur Internet. Nous allons avoir pour Pacifique et Océan Indien 2 ETP, 2 équivalents temps plein, à compléter, bien évidemment, avec les mêmes règles que les conseillers numériques, c'est-à-dire qu'il va nous falloir compléter leur salaire. Et on a fait déjà des répartitions à la louche, ad cartonem, ad valorem, à ce que vous voulez. On va dire qu'on va avoir 70% d'un ETP sur La Réunion, 30% sur Mayotte, pour justement aider à la mise en place de toutes ces règles du jeu, voir comment labelliser, voir comment aller mettre en place l'observatoire
parce qu'il y a des ETP, il y a aussi une aide financière. L'aide financière de la NCT, les ETP, Banque des territoires, je vous passe les montages. Et donc on a aussi quelque chose pour lancer quelques prestations pour la mise en place de l'observatoire, pour des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est le résultat de NEC. Et vous avez entendu, je vous assure que je ne les ai pas soudoyés, mais ils ont peut-être marre. Alors gentiment, ils disent, Daniel nous a demandé. Au national, nous remontons effectivement les travaux du NEC, au point qu'ils viennent nous interroger. Ils nous auditionnent, et pas que Daniel. Pas mal d'entre vous ont été aussi interrogés parce qu'ils ont vu que nous bougions. Et Kitry a tout à l'heure visiblement apprécié que la région Réunion soit déjà aussi avancée dans son portail Open Data et son observatoire. Je vous dis à demain. Alors là, demain, il va y avoir des choix encore plus cornéliens que ceux qu'a eu à traiter le comité de pilotage. C'est que vous avez 3 temps. Il y a 4, 5 et 4 thématiques en parallèle. Il va falloir faire des choix. Choisissez une filière. et l'après-midi, de toute façon, l'après-midi, on se retrouve pour l'institution. Vous aurez les 15. Boum. Vous pourrez écouter ce qui s'est passé, entendre au moins. Je ne sais pas si on diffusera quelque chose en ligne. Non, on l'enregistrera sur place. Et puis, après, c'est le grand engagement. Dites-le autour de vous. Tous ceux qui se sont sentis concernés par France Numérique Ensemble, demain, nous avons... alors, à Bordeaux, on l'a fait. Vous avez vu, j'ai partagé cette photo. Après la photo donc, qui s'appelle la signature symbolique, enfin, signature, monsieur le ministre a dit, signature de France Numérique Ensemble. On avait reçu une invitation officielle. Donc j'avais cassé l'armoire, comme on dit, et tout, hein, j'ai cravate, madame, monsieur le ministre. Et en fait, le matin, on nous dit, vous êtes vachement nombreux, donc faire une photo de groupe, et un peu ce qu'on va faire demain, mais nous, on va le faire mieux, parce qu'on a un cadre idyllique ici. Voilà, donc de l'IA dans les prévisions météo, demain, beau temps pour faire une photo dehors, tous ensemble, et on en verra bien évidemment au national. Et puis, je vous réserve aussi quelques surprises pour la fin. Merci, à demain.